On poursuit avec l'analyse de Xavier Van Lierde. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous reparlez de ce mouvement qu'on a donc tenté de lancer en fin de semaine dernière après cette mise en garde à vue de Jean-Eudes Gana. Montrons le réel pour inciter les gens à partager des photos et des vidéos de ce qu'ils voient et de ce qu'ils subissent dans leur quotidien. Oui, absolument. J'ai voulu revenir sur ce mouvement que vous avez lancé, Liselotte, le mouvement donc Montrons le réel, et qui a suivi la garde à vue du militant identitaire Jean-Eudes Gana. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, pour ceux qui vivraient dans une grotte, l'affaire Gana désigne ce qui est arrivé à ce militant identitaire, qui a donc été arrêté et placé en garde à vue pendant 36 heures pour ce terrible crime, avoir réalisé en sortant de son supermarché une vidéo dans laquelle il montre, image à l'appui, que jusque dans les coins les plus reculés de province, on trouve maintenant des hommes afghans désœuvrés qui traînent dans les rues, à proximité des gares, et en l'occurrence devant un supermarché. Rien que de très banal, puisque Jean-Eudes Gana n'a ainsi fait que montrer le réel sur Internet, comme chacun peut le faire avec son téléphone portable, en guise de témoignage spontané. Rien que de très banal aussi, car comme chacun sait, les 500 000 migrants qui arrivent désormais annuellement en France ne restent plus à Paris, ils sont désormais répartis sur l'ensemble du territoire et jusque dans les plus petites villes. On n'aurait donc probablement pas prêté plus que cela attention à cette affaire si cette courte vidéo de quelques secondes n'avait incité le procureur d'Angers, dans un zèle typique des régimes totalitaires, d'arrêter Jean-Eudes Gana. Et l'on n'aurait probablement pas non plus autant parlé si vous, Liselotte, n'aviez pas eu cette idée de publier à votre tour sur le réseau social X une vidéo dans laquelle vous ne vous contentiez pas de dénoncer les poursuites injustes dont est victime Jean-Eudes Gana, mais une vidéo dans laquelle vous reproduisiez le geste qui lui est reproché, à savoir montrer le réel d'un espace public envahi de migrants souvent patibulaires et menaçants. Et en mettant, et c'est là tout l'intérêt, en mettant au défi les autorités de vous arrêter à votre tour. Une vidéo dans laquelle vous incitiez aussi chaque Français à publier de telles vidéos accompagnées du mot dièse Montrons le réel. En seulement 24 heures, cette vidéo a en effet été vue près de 600 000 fois sur le réseau social X dans sa version française et près de 300 000 fois dans sa version anglaise. Et je compte bien sûr pas les reprises sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. Mais ce n'est pas tout. Suite à cet appel, de nombreux Français, et surtout des Françaises, il faut bien le dire, se sont joints au mouvement, filmant à leur tour le réel dans un mouvement de défi qui, s'il se poursuit, pourrait faire date, car il représente, et c'est de cela dont je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui, un nouveau jalon dans le recours par les activistes patriotes et identitaires aux méthodes dites de l'action non violente et de la désobéissance civile. Alors je sais que ce type d'action n'est pas spontanément associé à la droite, d'une part parce que l'imaginaire politique de la droite et plus globalement l'imaginaire historique français reste quand même très attaché à la geste héroïque, aux épopées guerrières, aux faits d'armes audacieux. Clovis, Charles Martel, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, du Guesclin, La Roche-Jacquelin, Bonaparte, les Chouans, les soldats de l'an 2, les Camelots du Roi, les Cagoulards, les maquisards du Vercors, et même de Gaulle, vous voyez, je ratisse large, ne sont pas des apôtres de la non-violence, mais plutôt des combattants, des jeunes qui ont combattu les armes à la main. Et puis, il y a bien sûr la propagande de gauche, le rouleau compresseur de la propagande de gauche, qui a fini par installer dans les cerveaux, y compris dans nos cerveaux de droite, que la droite était par nature violente, et qui s'est aussi, dans le même temps, approprié l'imaginaire de la longue histoire de l'action non violente. Vous pouvez faire le test, taper sur Internet histoire de l'action non violente, et aussitôt, vous verrez apparaître en majesté les figures de Gandhi, pourquoi pas, mais aussi de Martin Luther King et bien sûr de Mandela, Mm. ce qui est là pour le coup totalement abusif, et puis surtout toute une imagerie de hippie assez peu ragoûtante. Alors, la mythologie de droite et la propagande de gauche convergent donc ainsi pour masquer le fait que la droite, et singulièrement les droites identitaires et conservatrices, ont non seulement une longue pratique de l'action non violente, et qu'elle est même aujourd'hui la plus en pointe dans ce type d'action. Si bien que la droite identitaire pratique aujourd'hui l'action non violente comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Rien que de très naturel finalement, car l'action violente est toujours l'apanage des individus qui doivent trouver des moyens originaux de lutter contre l'oppression et l'arbitraire. Or aujourd'hui en France et en Europe, nul doute que l'oppression et l'arbitraire sont de gauche. Nul doute que la puissance et la force injuste de l'État sont mises au service de l'idéologie diversitaire et mondialiste, et nul doute non plus que recourir à la force exposerait ses opposants à un échec cuisant, doublé d'un regain d'opprobre, de diabolisation et de répression. Voilà pourquoi, dans le sillage du mouvement Montrons le réel,
je voudrais poser aujourd'hui l'hypothèse que les mouvements de droite identitaire et conservatrice devraient en réalité généraliser, même rationaliser le recours à l'ensemble des techniques d'action non violente et de proposer à l'ensemble de nos compatriotes d'y contribuer à leur façon. Alors si vous me le permettez, je vais poser quelques jalons. Au fondement de l'action violente, il y a d'abord une prise de conscience formulée par le Christ. Alors pas tant comme on pourrait croire le Christ qui propose de tendre la joue gauche, mais plutôt celui qui proclame que la vérité rend libre. En effet, l'action non violente vise d'abord cet objectif, rétablir la vérité contre le mensonge. En d'autres termes, l'action violente vise à dévoiler. Elle veut, comme vous l'avez proclamé spontanément, montrer le réel. L'action non violente passe donc avant tout par le refus du mensonge. D'ailleurs, la veille de son arrestation par le KGB, Alexandre Solzhenitsyn, qui est un modèle d'action non violente, l'avait formalisé dans un texte d'une grande profondeur spirituelle. Il y soulignait que le phénomène totalitaire n'était au fond rien d'autre qu'une alliance du mensonge et de la violence. La violence, écrivait-il, ne peut s'abriter derrière rien d'autre que le mensonge, et le mensonge ne peut se maintenir que par la violence. Et ce n'est ni chaque jour, ni sur chaque épaule que la violence pose sa lourde patte. Elle n'exige de nous que notre obéissance au mensonge, que notre participation quotidienne au mensonge, et c'est tout ce qu'elle attend de ses loyaux sujets. Mais de ce constat assez désespérant, il tire plutôt une clé de libération, le refus de participer personnellement au mensonge. Qu'importe, dit-il, si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point, qu'il ne le devienne pas par moi. Exprimer cela, ça peut sembler à la fois simple et ambitieux, parce que Solzhenitsyn prend la peine ensuite de décliner cette exigence morale et spirituelle dans une série d'actions concrètes qui peuvent tout à fait être transposées dans l'Europe des années 2025 et qui expriment une grande exigence. Alors si vous le permettez, je vais prendre le temps de vous lire ces principes qui sont donc sous la plume de Solzhenitsyn et qui nous ouvrent une voie de résistance non violente dans une grande exigence. Je le cite donc. Un homme qui fait le choix du refus de mensonge n'écrira plus désormais, ni ne signera, ni ne publiera d'aucune façon, aucune phrase constituant selon lui une déformation de la vérité. Des phrases de ce genre, que ce soit au cours d'une conversation privée ou publiquement, il n'en prononcera ni de lui-même, ni en répétant une leçon, ni en qualité de propagandiste, de professeur ou d'éducateur, ni sur scène dans un rôle de théâtre. Picturalement, sculpturalement, photographiquement, techniquement, musicalement, il ne représentera, n'accompagnera, ne diffusera la moindre idée mensongère, la moindre déformation qui l'aura distingué de la vérité. Il ne produira ni oralement, ni par écrit aucune citation directive par désir de plaire, à titre de contre-assurance, pour assurer le succès de son ouvrage, s'il n'est pas entièrement d'accord avec la pensée citée, ou bien si elle n'est pas exactement ajustée à son propos. Il ne se laissera pas contraindre à aller à une manifestation ou un meeting contre son gré ou sa volonté. Il ne portera aucune banderole s'il n'est pas d'accord avec le slogan qui figure sur elle. Il ne lèvera pas la main en faveur d'une motion à laquelle il ne se rallie pas sincèrement. Il ne votera ni publiquement ni à bulletin secret pour une personne qu'il tient pour indigne ou douteuse. Il ne se laissera pas entraîner de force à une réunion où il peut s'attendre à voir discuter une question de façon coercitive ou déformée. Il quittera sur le champ toute salle de séance, de réunion, de cours, de spectacle, de cinéma. Dès qu'il aura entendu un orateur y proférer sciemment un mensonge, une ineptie idéologique ou des phrases de propagande impudentes. Il ne s'abonnera pas, ni n'achètera au numéro un journal ou une revue qui déforme l'information ou passe sous silence des faits essentiels. Alors vous l'avez compris, ce que propose Solzhenitsyn, ce n'est donc rien d'autre qu'une discipline de vie, une façon de vivre chaque instant dans la vérité. C'est d'abord une ascèse spirituelle et personnelle, mais comme l'a prouvé l'histoire, cette ascèse personnelle constitue aussi la plus puissante des forces collectives. Solzhenitsyn vivait en URSS, pays que l'on l'appelait l'empire du mensonge. Eh bien, cet empire du mensonge est tombé grâce finalement à cette méthode, ce refus de chacun de, de contribuer au mensonge. Alors oui, montrons le réel, mieux encore, vivons, parlons, agissons en vérité, aujourd'hui comme hier, et plus que jamais, c'est bien la vérité qui nous rendra libres. Merci Xavier Van Lierde pour cette analyse et on en discute. J'aimerais revenir sur certains points. Et donc, vous défendez
cette vérité, vous nous incitez à nous-mêmes en fait la poursuivre, la suivre au quotidien. Il y a quand même une question essentielle qui se pose, c'est comment distinguer la vérité du mensonge dans une société qui justement cultive le mensonge ambiant quasiment. Oui, oui, et Solzhenitsyn répond à cette question dans son texte. Il se dit que chacun va avoir évidemment une appréhension, il y aura des variations dans cette appréhension de la vérité. Mais il fait le pari de l'intelligence, du discernement et du fait que une montée de l'exigence de chacun produira nécessairement, comme effet global, un surcroît de vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire qu'il est facile d'avoir la vérité parfaite, etc., mais que si chacun, en revanche, a une exigence de vérité, eh bien la situation sera quand même bien meilleure, quoi qu'il en soit, de celle de la soumission au mensonge. En réalité, Solzhenitsyn s'inspire dans cette méthode pour combattre l'État totalitaire et l'empire du mensonge qu'il constituait, s'inspire de la Boétie, qui dans son discours de la servitude volontaire, avait bien repéré ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le pouvoir n'est pas seulement une oppression, il est une relation. C'est-à-dire que pour que un pouvoir s'installe, il faut aussi que des gens tolèrent qu'il s'installe et qu'il s'installe jusque dans les esprits. Et c'est ce dévoilement-là que l'action non violente veut contribuer à réaliser. Dès lors qu'on dit le mensonge ne passe plus par nous, eh bien en réalité on se détache de la société. Et c'est pourquoi cette action est non violente. Il ne s'agit pas de s'attaquer directement à un ennemi qui de toute façon est beaucoup plus fort et qui en URSS pouvait vous envoyer au goulag et ici ruiner votre vie sociale, voire vous envoyer en prison quand même. Il s'agit de s'organiser dans une sorte de contre-monde, une sorte de forteresse dans laquelle le mensonge ne prend plus. Ne prend plus. Et cette forteresse peut être à la fois individuelle et collective. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas justement le risque de créer une contre-société, mais qui peut être extrêmement minoritaire, vous l'avez dit, dans certains cas peut-être même individuelle, et donc s'éloigner quand même de l'objectif qui est de faire société autour de la vérité? On ne peut pas faire société autour de mensonges. Les sociétés qui sont fondées sur le mensonge ne sont pas de véritables sociétés, en réalité. Elles sont nécessairement tenues par des choses qui lui sont extérieures. La répression, un corset idéologique, j'entends, des choses qui contraignent et qui, qui donnent l'impression que le corps social tient encore debout, mais en réalité, il ne tient debout que par tout un appareil de contraintes. Les véritables sociétés sont toujours fondées sur la vérité, et c'est aussi le pari de Solzhenitsyn, c'est de faire le pari que la vérité va agglutiner les bonnes volontés et construire naturellement un espace social beaucoup plus vaste et beaucoup plus séduisant, et donc in fine beaucoup plus fort, et qu'il va balayer les constructions artificielles qui sont celles du mensonge, de l'oppression, de la répression. Et du reste, c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé si on reprend la généalogie de la chute de l'URSS. Solzhenitsyn et bien d'autres conseillent simplement aux Russes de ne plus contribuer à ce mensonge et de regarder la vérité telle qu'elle est. Et à la fin, le régime, pour se sauver, croit nécessaire parce que réellement plus personne ne croit à leurs mensonges, d'accompagner le mouvement avec la glasnost et la perestroïka, c'est-à-dire réforme et transparence, justement. Transparence sur les chiffres, sur les vrais résultats du régime, qui fonderait une capacité de se réformer et autres. Mais en réalité, ce régime étant fondé sur le mensonge, lorsqu'il l'a quitté, il s'est effondré. Il ne Ouais. pouvait pas tenir en étant exposé à la vérité qu'il a irradiée et détruit. Cela dit, Solzhenitsyn lui-même est conscient que tout le monde ne peut pas avoir le courage de suivre l'ensemble des points qu'il donnait, qui se forme une forme de catalogue. Celui qui suivrait l'intégralité de ces points formerait une sorte presque de saint, en réalité. Et il y a un moment où, dans son texte, ça paraît presque contradictoire avec l'exigence qu'il exprimait dans les points que j'ai lus, où il semble avoir une forme de tolérance presque, non pas pour le mensonge par omission, mais il dit on n'est pas obligé de
proclamer la vérité. Pour cela, il faut un courage immense. Mais au moins, il faut refuser d'être un des maillons du mensonge. Il ne faut pas relayer le mensonge. On peut simplement se taire lorsque on a peur, par exemple. Alors vous, Liselotte, et les autres jeunes femmes qui avaient lancé ce mouvement Montrons le réel à visage découvert, eh bien, vous êtes dans la seconde catégorie, la catégorie des militants, des activistes qui ont eu le courage, quitte à subir la répression, de proclamer la vérité. Mais au moins que chacun refuse de colporter les mensonges, de s'en faire les garants, et comme le dit très bien ce Solzhenitsyn, y compris dans la sphère privée. Et si chacun fait cela, eh bien, l'effet corrosif sera terrible pour la société du mensonge dans laquelle on vit. Et on en a de multiples occasions. Hein. Là, le mouvement Montrons le réel était consacré au thème de l'immigration-invasion, du grand remplacement. Il consistait à dire que non, ce grand remplacement n'est pas un mythe, n'est pas une théorie, mais simplement une réalité. Donc c'est réellement un mouvement de dévoilement du réel. Mais on peut avoir bien d'autres occasions de défendre la vérité. Je ne sais pas, dans des parents qui apprendraient que dans l'école de leurs enfants, des cours soi-disant l'éducation affective et sexuelle proclameraient qu'un homme peut devenir une femme, que le transgenrisme est quelque chose de scientifique, d'établi et de bienveillant, doivent aussi avoir le courage de s'y opposer et de refuser ce type de mensonge. Et on pourrait démultiplier comme ça l'ensemble des sujets. Et c'est là où on est en capacité de voir la force terrible que serait simplement même son capacité à avoir la vérité vraie totale dans sa globalité. Si chacun lutte à sa place au cours de sa vie contre les absurdités les plus évidentes, refuse de se coucher devant elles par conformisme ou par peur, eh bien, la société en serait immédiatement transfigurée. Mmh. Et évidemment, je vous pose une question sur ce terme de complotisme, puisque c'est l'un des arguments favoris de cette société du mensonge qui veut décrédibiliser aussi tous ceux qui veulent défendre la vérité. D'un autre côté, il faut admettre que quand on est dans une société qui pousse à tout remettre en question et à chercher la vérité, on peut soi-même finir par tomber en rond, et là aussi, par tourner en rond, et là aussi, il y a un écueil à éviter. Donc, encore une fois, la question se pose, comment est-ce qu'on trouve ce juste milieu? Comment est-ce qu'on combat le mensonge sans s'enfermant et se crispant? Oui. Alors, l'écueil dont vous parlez est celui dans lequel tombent les gens qui sont, je crois, dans l'opposition systématique. C'est-à-dire qu'ayant été trompés à tel moment, ayant eu la preuve à tel ou tel moment que le pouvoir, les médias institués, des autorités morales ou intellectuelles l'auront menti sciemment, en tirent la conclusion exagérée que si ces gens leur ont menti sur un sujet, cela signifie, ou ces gens ou ces institutions, cela signifie que ces institutions mentent tout le temps. En quelque sorte, elles rechercheraient la vérité par un mouvement d'opposition systématique à tout ce qui est discours dominant. Voilà, c'est une méthode extrêmement maladroite de rechercher la vérité, et c'est plutôt une posture d'opposition. Je crois que c'est plutôt une posture d'opposition systématique qu'une sincère recherche de la vérité. C'est-à-dire que pour rechercher la vérité, il faut faire preuve simplement de discernement et sortir justement de cette dialectique avec un pouvoir qui est mensonger. On n'a même plus, en fait, quand on recherche la vérité, on n'a même plus à se positionner par rapport à lui, ni pour lui, ni contre lui. La méthode que propose Solzhenitsyn, c'est réellement de vivre de façon autonome. Oui, indépendante. Tant et si bien d'ailleurs que parmi les gens qui ont suivi sa méthode, et je pense notamment au syndicat Solidarnosc en Pologne, qui ont, eux, abattu le régime totalitaire communiste polonais, il y avait la volonté très claire, d'une part, certes, de s'opposer à ce pouvoir, mais aussi de bâtir une contre-société dans laquelle on ne se soucie plus de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place toute une série de structures alternatives permettant d'éduquer les enfants, des structures de loisirs, des troupes de théâtre, etc. Tant et si bien que cette société-là finissait par prendre, dans la vie de millions et de millions de Polonais, plus de place au quotidien que les institutions officielles totalement sclérosées. Et on constate d'ailleurs dans ce type de mouvement en France, c'est-à-dire que dans
dans l'ensemble de l'éventail des possibles d'une action non violente, il y a certes prendre la parole, montrer le réel, faire des déclarations, c'est ce qu'on appelle les méthodes de protestation et de persuasion, mais il y en a bien d'autres. Il y a des méthodes dites de non-coopération, passe par le boycott social. Donc, je ne sais pas, par exemple, refuser d'adhérer à un syndicat officiel qui, à l'évidence, ne défend plus tant les travailleurs qu'une idéologie. Ça peut être le refus de continuer à regarder des médias dont on perçoit qu'ils sont des médias de propagande. Ça, c'est donc la stratégie du pas de côté et de non-coopération. Et puis, il peut ou boycotter telle ou telle marque qui en même temps qu'ils vous vendent des produits, vous vendent aussi une idéologie qui vous est désagréable et que vous jugez mensongère. Il y a enfin des méthodes d'intervention non violente, c'est-à-dire qu'on est dans une gradation. On est dans une gradation et les méthodes d'intervention non violente, euh, euh, comment dire, visent justement à créer cette contre-société libérée du mensonge. Et elle passe par tout un tas d'actions qui sont déjà en cours sous nos yeux en France. Les quelques actions que je vais vous donner sont tirées d'un manuel qui a été formalisé. Les Américains aiment bien les manuels, ils aiment bien rationaliser et tout transformer Mm. en méthodologie. Et dans un de ces ouvrages, on parle notamment de la création d'écoles en dehors du système étatique. C'est-à-dire des écoles, ce qu'on appelle en France les écoles hors contrat. Il y a en France aujourd'hui, je crois, une centaine d'écoles hors contrat qui se créent chaque année. Certaines ferment aussi parce que c'est pas si simple, mais il y a un grand mouvement de création d'écoles hors contrat, à l'évidence, réalisé essentiellement par des parents qui n'en peuvent plus, d'une part, de la baisse du niveau absolument catastrophique dans l'enseignement public ou sous contrat, et aussi parce qu'ils ont identifié que ces écoles diffusaient davantage que du savoir des idéologies et donc du mensonge. Il y a comme autre acte de- d'intervention et de sécession en quelque sorte, la restauration de monuments détruits. Comment ne pas penser à une association qui est partenaire, d'ailleurs je crois, de ligne droite, comme SOS Calvaire. Mm. La réhabilitation de figures censurées et l'édition de leurs œuvres. Comment ne pas penser aux réseaux qui soutiennent maintenant l'œuvre par exemple, de Renaud Camus. Il y a la création d'églises et de médias indépendants. Comment ne pas penser à Radio Courtoisie, radio libre, associative, qui n'appartient qu'à ses auditeurs, etc., etc., etc. On voit que d'ores et déjà, l'ensemble de la société française commence à s'organiser spontanément dans une série d'actions non violentes qui vont du simple refus, en passant par la proclamation comme votre initiative, jusqu'à la construction d'institutions alternatives à cet empire du mensonge qui caractérise le régime actuel et qui étend, qui étend son emprise de façon désormais absolument insupportable. Il nous reste quelques minutes, Xavier Valnerde, rapidement pour revenir à cette question de violence. On l'a vu, quand bien même l'action, la nôtre, est non violente, en face, l'opposition peut l'être. On l'a vu au moment de la manif pour tous, quand il y a des familles, des enfants qui se faisaient gazer. On l'a vu au moment des Gilets jaunes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas quand même de toute façon confronté à cette violence et donc obligé de s'y soumettre? On voit que quand des régimes ont été renversés et des pouvoirs destitués, c'est souvent passé quand même par une phase où la violence devait s'installer et au moins s'équilibrer pour faire face à celle qui était opposée. Je crois que tous les cas existent en réalité. Tous les cas existent et en tout cas, il faut céder à la. C'est-à-dire que oui, on peut être confronté à la violence et à la nécessité d'y résister, bien entendu, d'y résister. Il faut effectivement s'organiser pour être un corps qui est capable, en tout cas, d'encaisser les coups. Mais sincèrement, je pense que la disproportion de force est telle aujourd'hui que que rêver à un coup de force, c'est une illusion mortelle. Mm. Mortelle. Les points que nous pouvons marquer sont plutôt
Oui, en dévoilant aussi la violence de ce régime. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il porte un coup, il se décrédibilise. Je pense que l'affaire Ghana est extrêmement révélatrice de ce point de vue-là. Ouais. C'est-à-dire que l'État a la possibilité de mettre en garde à vue, voire en prison, un jeune père de famille qui a réalisé une vidéo de 25 secondes, je crois, montrant une réalité vécue par l'ensemble des Français. Il en a la capacité. Je pense qu'il se mord les doigts aujourd'hui, le procureur d'Angers, Mais je pense qu'il dort pas très de bien. son opération. Voilà. Je pense qu'il se rend compte qu'en fait, c'était pas super bien joué et que ce que cette affaire a dévoilé, c'est la force injuste de l'État qu'il sert, la force injuste de l'appareil judiciaire, on n'ose plus l'appeler justice, justement, et que donc la multiplication voilà, des opérations dans lesquelles la force injuste de l'État s'abat sur des citoyens contribue à saper terriblement le régime, bien plus que toute action violente, coup de force ou autre. Mais en réalité, si on refait l'histoire de la droite identitaire et conservatrice sur les 20 dernières années, on voit qu'elle est déjà rompue depuis longtemps à l'action non violente. Génération identitaire également faisait des actions non violentes, Ouais. spectaculaires, mais non violentes. Et force est de constater que ce mouvement ASME fait des petits, pénétrer les consciences et est devenu réellement une référence pour toute une génération. Et vous citiez tout à l'heure la manif pour tous. Alors certes, la manif pour tous n'a pas n'a pas réussi à empêcher l'institution du mariage pour les couples homosexuels. On peut voir ça comme une défaite, mais c'était aussi un moment fondateur, extrêmement fécond pour toute une génération de militants qu'on retrouve maintenant à la tête de revues, de syndicats étudiants, et qui prennent toutes sortes d'initiatives, des écoles hors contrat. Et donc, voilà, je pense que ce moment a été beaucoup plus fécond qu'on ne le croit. Merci beaucoup Xavier Van Lierde, on finit sur ces mots. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle analyse. À très bientôt.